Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au 10e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Marc Gagnon, technicien en documentation à la bibliothèque du Cégep de la Pocatière, co-animateur du podcast Décrinqué et médiateur 2.0 passionné de bande dessinée. Marc Gagnon, salut! Salut! Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ben, écoute, question en développement, je te dirais. Mais en même temps, c'est pas moi d'y répondre, puisque c'est toi l'invité. Alors, c'est toujours en développement, ça, c'est cette question-là. Comment ça va? Donc, en fait, je voulais prendre de tes nouvelles. On s'est déjà parlé, on a déjà collaboré ensemble dans des projets d'une autre époque, étant donné que j'ai ce nouveau balado-là. Donc, je profite de l'occasion pour reprendre de tes nouvelles, pour les auditrices et auditeurs aussi de mon nouveau balado. Donc mon cher Marc, tu es très actif sur les médias sociaux depuis 2016, en fait. Et quand je dis très actif, c'est autant du côté... En fait, pour moi, tu es l'incarnation, et corrige-moi si je me trompe, d'un influenceur, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu fais la promotion du médium de la bande dessinée et tu le fais à ta manière, dans tes propres réseaux à toi, que tu as développés d'ailleurs. Et ça, c'est très intéressant parce que alors que plusieurs font la promotion de la bande dessinée québécoise au Québec, toi, tout en la faisant, tu as vraiment développé un créneau dans toute la francophonie. C'est-à-dire que tu entretiens des liens avec et quand même des grands auteurs, là. Et donc, si je parle de ça, Marc, c'est que j'ai remarqué que depuis un certain temps, tu as ralenti tes activités de chroniqueur. Tu participes toujours à ton balado avec les copains auxquels j'ai d'ailleurs été invité. Alors ça, ce rendez-vous-là, le vendredi, ça tient toujours. Mais pendant un bon moment, tu as animé sur l'heure du dîner les vendredis une vidéo où en fait, tu recevais les internautes et sous forme de manière, je dirais, très... comment je pourrais dire ça? Très convivial. Les gens interagissaient avec toi en ligne. C'était sans cérémonie. Tout à coup, tu nous présentais des lectures et tout ça. Alors, ma question, Marc, parce que là, c'est un long préambule, ça fait 3 minutes que je parle. Pourquoi as-tu soudainement senti le besoin de ralentir tes activités? Je te dirais que c'est de la fatigue mentale surtout, fatigue physique, fatigue électronique aussi avec les changements de technologie. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très technologue, alors j'avais ma petite façon de faire avec Facebook, mes lives. Tout à coup, ça a comme changé. Je ne pouvais plus inviter des gens, je n'ai jamais compris pourquoi. Fait que ça a comme fait une affaire que ça ne me tente pas de me rentrer dans des Twitch ou des canals à pu finir, puis du montage et toutes des choses que je ne suis pas capable de faire. La fatigue psychologique parce que j'ai eu beaucoup l'impression dans les dernières années que je faisais ça absolument pour rien. À la base, je faisais ça pour mon travail, pour faire connaître la collection de la BD du Cégep. Je le fais encore pour ça. Je le faisais encore pour ça, mais j'avais quand même un certain suivi. Il y avait beaucoup de gens qui me regardaient et tout ça, mais je sentais qu'il y avait quand même un intérêt. Puis dans les dernières années, on dirait qu'il n'y avait plus beaucoup d'intérêt pour ça. Là, je me disais que pourquoi donner tant d'efforts pour quelque chose que les gens ne sont pas intéressés? D'ailleurs, tu es le seul qui me parle de ça. Je veux dire, j'ai arrêté mes chroniques, ça fait à peu près 1 an. Il n'y a personne qui est venu me dire « t'as arrêté des chroniques, comment ça? » Non, je dis, il y a comme un « je m'en foutisse » qui a fait en sorte que je me suis dit « bon, c'est correct, que je vais me passer à autre chose. Je vais me recentrer sur mon travail de technicien en documentation à la bibliothèque pour vraiment revenir à la base de ce que mon métier est, c'est-à-dire la promotion de la lecture et le développement d'une collection d'une bibliothèque. » Je continue petit à petit à faire certaines chroniques écrites surtout, très courtes. C'est comme des one-to-punch, un peu comme tu faisais à un moment donné, là, des 30 secondes là,
vidéos que tu avais ouais. faites à un moment donné. Là. Ouais. Ça, je fais ça, surtout pour des lectures que j'ai beaucoup appréciées. Puis, en même temps, je me sens complètement déconnecté d'une partie du monde de la BD. Et je l'ai senti encore plus cette année avec les nominations des différents prix, parce que je me disais, coudonc, est-ce que je connais tout ça, la BD? Mais je veux dire, je suis pas pire là-dedans, ou bien je connais rien de rien. Puis ça m'a comme rentré dedans un peu cette année, puis je me suis dit, OK, là, je pense que je suis vraiment comme à côté de la traque, ou bien c'est. Puis je me suis dit, bon, regarde, faisons des petites choses sporadiques pour vraiment guider les gens qui me suivent encore, puis qui suivent mes conseils de lecture. En fait, ce n'est pas vraiment des conseils de lecture, c'est plus des impressions de lecture, mais souvent, je reçois des gens qui me renvoient des messages pour me dire, hein, j'ai lu tel BD que tu avais présenté, puis j'adorais ça. Le contraire est vrai aussi. Hey, t'as aimé ça, cette BD-là? Oui, ça arrive. Ça initie un dialogue. Et je veux dire, ben oui, tout à fait. Ça, pour moi, c'est la base. Et parce que tu es un médiateur en bande dessinée, hein? Dans ton travail de technicien au cégep. Oui. Non, pas que tu essayes. Écoute, organiser un festival qui a connu 2 ou 3 éditions. Moi, tu m'avais invité. Trois éditions. Une grosse, vraiment une grosse, puis deux petites là, qui étaient plus en moins grande échelle. Là. Mais oui, à la Pocatière, je veux dire, dans une petite ville avec des moyens limités. La première édition, on avait quand même fait venir des auteurs et autrices connus. Puis on avait eu beaucoup de plaisir. Puis ça avait permis aussi d'essayer de démontrer tout le potentiel de la BD au niveau collégial, au niveau pédagogique, ce qui n'est pas toujours évident au Québec. Et à grandeur le monde, je veux dire, je parle au Québec, mais c'est aussi à grandeur le monde. On a encore toujours ce combat-là. Ça, c'est une autre chose, là, ce combat de pèlerin-là qu'on mène, toi, de front depuis des années. Et moi, je suis en arrière d'essayer de démontrer la qualité incroyable de la BD dans toutes ses sphères possibles, parce qu'elle est plurielle, la BD. Ouais. Des fois, c'est lourd. Des fois, c'est dur. Des fois, c'est très, très, très fatigant de toujours revenir à la charge pour expliquer aux gens que la BD, ben, c'est pas rien que des Tintins, des Extérix, des trucs pour enfants, que oui, c'est ça, mais que c'est plus large que ça. Que oui, on a des super BD comme Mégantic, de Christian Kennel, qui peut nous brasser. C'est toutes des petites choses qui s'accumulent au cours des années, puis qu'à un moment donné, tu te dis, ben, OK, garde, je veux dire, pourquoi je le fais, dans le fond, si personne, ça intéresse personne? Puis comme je n'ai pas ta résilience à toi, à un moment donné... Écoute, le Marc, il y a beaucoup de... Là, tu as ouvert 10 portes de garage en même temps. Alors là, moi, mon travail, je ne peux pas les enfoncer, mais je peux quand même y pénétrer. Alors, une des choses, moi, que je trouve très, très importante, c'est que avec ton travail de médiation, avec le travail de Michel Giguère aussi, qui a travaillé pendant de nombreuses années dans une bibliothèque, c'est des milieux de vie et c'est des microcosmes qui sont très, très différents. Hein? C'est des bêtes très différentes. Tout ce travail de médiation-là est complémentaire et pour moi, à mes yeux, il est essentiel. Oui. Malheureusement, je m'explique mal pourquoi ça ne fait pas courir les foules. Parce que, et je m'explique, toi, tu travailles comme technicien en documentation. Alors, tu sais très bien, tu es dans une institution scolaire, à quel point, dans ces réseaux-là, la bande dessinée, elle a une manière de pénétrer le marché et c'est par l'aspect éducationnel. Et là, je m'explique. Oui. Et c'est là que le travail de médiation est super important. La bande dessinée, si vous la mettez sur une tablette, elle ne bougera pas. Il faut la promouvoir. Et dans sa promotion, il ne faut pas dire « Ah, ça, c'est bon » ou « Ça, c'est pas bon ». Non. Il y a tout le matériel pédagogique. Il y a tout le rapport à l'actualité, à l'histoire. C'est très, très riche. C'est une œuvre d'art. Et toutes les œuvres d'art, et tous les médiums, hein, que ce soit le théâtre, le cinéma, la télévision, la danse contemporaine, les arts du cirque, l'art pictural, peu importe. Chaque médium témoigne de son époque. Alors, moi, je trouve que c'est un rendez-vous manqué et je m'en attriste beaucoup. Je trouvais ton idée excellente d'allumer la caméra
et de dire, bon, moi, je suis dans mon lieu de travail, je suis en train de processer des nouveaux livres, je les ai lus, on allume la caméra, on en parle directement. On en parle. Et il y avait un rapport direct. L'important, c'est pas qu'il y ait 100 000 internautes. L'important, c'est qu'il y ait des internautes qui s'engagent. Et dans ton travail de médiation, je trouve que tu as réussi à mobiliser beaucoup de gens, autant des artistes de l'étranger, de la francophonie, donc Suisse, Belgique, France, etc., mais aussi beaucoup de lecteurs et de lectrices. Parce que le problème de la bande dessinée, et là, Marc, je vais ouvrir une porte personnelle. J'écris avec grand respect et avec fierté pour le Journal de Montréal depuis 2011. Oui. Et depuis 2011, je suis constamment boudé parce que j'écris dans un vilain journal dans lequel on parle de chiens écrasés puis que Richard Martineau. Alors, moi, je trouve que c'est très, très réducteur. Je trouve ça complètement imbécile. Et j'ai un message pour ces gens-là du milieu, hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens du milieu qui pensent ça. Moi, Marc, tous les matins, je me lève à 5 heures. Je lis Le Devoir, je lis La Presse, je lis Le Journal de Montréal. Alors, je suis très, très bien placé pour savoir que du bon comme que du mauvais dans chacun des journaux. Ben oui. Et à titre informatif, Hugo Dumas écrit pour La Presse et non pas pour le Journal de Montréal. Je ne sais pas si tu as déjà lu Hugo Dumas. Je te dirais que je ne lis pas tant les journaux. Bon, ben, je connais Hugo Dumas. Je le lis quelques fois quand il fait des critiques au niveau des séries télé, donc, qui m'intéressent quelques fois. Là. C'est drôle parce que moi, je le lis, Hugo Dumas, et je m'interroge. Mais je fais, mais coudonc, tout le monde est tout le temps d'accord avec lui. Pourtant, il dit des choses tellement énormes parfois. Des fois, je le trouve tellement à côté de la traque. Mais bon, ça, c'est moi. Mais puis moi, je ne prendrais pas le clavier pour aller faire... Non, j'ai pas besoin. Il fait son travail, je fais le mien. Mais tu comprends? Donc, il y a toute une espèce d'intelligentsia de la bande dessinée au Québec. Et moi, je pense, et ça ne fera pas plaisir à tout le monde, ce que je vais dire là, mais je pense que c'est intimement lié à notre histoire du Québec. Hein? Il y a peut-être 4-5 décennies de ça à peine. On se faisait dire qu'on était venus pour un petit pain puis qu'on était des mangeurs de roteux. On est sortis de la grande noirceur. Nos parents ont connu Maurice Duplessis. Le Québec s'est émancipé il y a à peine 40 ans, 50 ans, gros maximum. 50 ans, OK? Un petit peu plus avec mai 68. Donc, c'est encore assez récent, ça, dans nos gènes. Et le fait aussi qu'on est une nation qui parle une langue un peu tout seul dans son coin. Hein? Puis on a besoin de se donner des tapes sur l'épaule pour résister au vent de face. Puis ça, je le comprends très bien. Mais je trouve que le manque d'intérêt à l'endroit de ton travail, puis aussi celui de Michel Giguère, qui présente des conférences sur la bande dessinée dans une toute autre tonalité, c'est complètement autre chose. Vous êtes complémentaires. Mais ce qui vous unit, c'est que vous êtes tous les deux des médiateurs. Tu sais, les rendez-vous de la BD, Michel Giguère, nonobstant la grande qualité de son travail comme le tien, ça ne fait pas courir les foules. Non, ça me dépasse. Un investissement de fond. Et je ne comprends pas pourquoi les gens du milieu, les distributeurs, les éditeurs, les auteurs, là, quand un article ne parle pas de vous, quand une conférence ne parle pas de vous, elle parle quand même du travail dans lequel vous évoluez, le milieu dans lequel vous évoluez, le médium que vous pratiquez, que vous avez choisi de pratiquer. Et je sais que c'est prenant à faire de la bande dessinée et que ça demande... créer une œuvre d'art, ça demande beaucoup de soi. Il y a une expression aussi qui dit « cordonnier mal chaussé ». Et moi, je m'explique mal, Marc. Et j'ai été libraire. Alors moi, j'ai pas vécu, en fait, je n'ai jamais été bibliothécaire et j'ai pas travaillé dans une institution scolaire, mais j'offre des conférences dans les écoles, dans les organismes. J'ai été propriétaire dans une autre vie d'une librairie, j'ai été libraire pendant de nombreuses années. Et moi, ce que j'ai constaté dans ma pratique, c'est à quel point au Québec, il y a très peu d'acteurs qui ont une connaissance empirique de la chaîne du livre. Et ça, moi, ça me dépasse. Moi, il y a des éditeurs à qui j'ai déjà dit, si tu ne comprends pas pourquoi tu ne vends pas tes livres, prends une chaise, viens t'asseoir dans le coin d'une librairie, passe une journée et regarde ce qui se passe, écoute ce qui se dit et analyse. Porte attention aux besoins des lecteurs et lectrices et ce qu'elles veulent. Et
je pense que le travail de médiation sert entre autres à ça. Et moi, je dois te le dire, Marc, je me désole, mais je comprends très bien et je te préfère en santé, le cœur léger et l'esprit clair que de porter un fardeau. Parce que tu disais que j'étais résilient. J'ai envie de te dire, mon cher Marc, ne te fie pas aux apparences. C'est pas, je veux dire, c'est pas un arrêt complet. Pas du tout. Parce pour que moi, c'est un recentrage. J'ai encore plusieurs entrevues là, que je vais faire. J'en ai un avec Fabrice Nou qui s'en vient, l'auteur du journal. Alors, quand son nouveau journal va sortir au Québec, ça, c'est clair et net. On va passer 1, 2 ou 3 épisodes avec Fabrice. Je ne sais pas, ça peut être 5 épisodes. Là. Attends un peu, je t'arrête tout de suite, Marc. Là, oui. Tu parles des rééditions du journal ou il va y avoir un nouveau chapitre du journal de Fabrice? Oui, il va y avoir un nouveau chapitre. Oui, il est en train de le terminer. Il va y avoir un nouveau chapitre du journal de Fabrice No. Alors, ça va être édité bientôt. Il est en train de travailler sur les dernières planches. Il travaille très, 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 très dur. C'est un perfectionniste, Fabrice. Quelle série extraordinaire! C'est un chef-d'œuvre. Puis c'est le fun que cette année, on a été capable de le revoir parce que chez Ego X, l'ancien éditeur, c'était pas trouvable nulle part. Non. Alors, les gens qui l'avaient, ils le gardaient précieusement. Et là, ils sont revenus avec une nouvelle édition chez Glénat, je ne me trompe pas. Alors, ça c'est merveilleux. Et en plus, ben là, on va avoir un nouvel album. Alors, Fabrice va venir discuter avec moi. Alors, ça, c'est cané. Puis, il m'a dit 1 ou 2 épisodes, mais avec Fabrice, ça peut aller jusqu'à 5. Il parle tellement, puis il y a tellement de choses à dire que c'est fort, on ne l'arrêtera pas. Là. Ça, j'ai très hâte parce que c'est une personne avec qui j'ai le plaisir de converser quelques fois. Puis c'est réellement un intellectuel de la BD absolument incroyable. Là. Et quel talent! Tu sais qu'il est déjà venu au Québec, je pense pas. Es-tu déjà venu au Québec? Oui, il est venu au Québec. Peut-être à Toronto, Canada? Au Salon du Livre de Montréal. Si ma mémoire me sert bien, Marc, il était venu au Salon du Livre de Montréal en 98 ou 99 parce qu'il m'avait signé un truc. Je me souviens. Alors, quand il faisait des dédicaces aux gens au Salon du Livre, il avait des petits sucres avec des joueurs de foot dessus. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il tournait son sucre, puis dépendamment de quel côté il tournait, il dessinait, il dédicaçait donc au festivalier en croquant le visage du joueur de foot sur le petit paquet de sucre. Tiens, tu lui parleras de ça à Fabrice No. Oui, il parlait de ça, certain, c'est sûr. Je te parle de ça. Écoute, j'avais des cheveux. J'étais encore étudiant à l'époque. Tu vois, ça, c'est quelqu'un qu'on pourrait allègrement inviter à un de nos festivals au Québec. Ça serait tellement un immense invité. C'est le genre d'artiste qui vient et qui peut te meubler une soirée au complet au niveau de la BD. Hein. Et, je le répète, cette série-là, le journal, si vous avez la chance de pouvoir la lire, alors c'est autobiographique. Dans le fond, Fabrice Nou, je pense qu'il a comme rehaussé la BD bibliographique, il l'a magnifié avec ça. Je veux dire, on n'avait jamais vu ça à l'époque où ça a sorti une BD comme ça. Puis c'est sa vie avec tout ce qu'il y a à vivre, du bon comme du mauvais. C'est extraordinaire, cette BD-là. C'est une fenêtre sur lui. Là, je veux dire, moi, j'aurais jamais été capable de me mettre à nu comme lui, fait avec cette BD-là. Là. Ben, c'est incroyable. Moi, je pense que, j'affirme que le journal, les tomes, les précédents tomes à l'époque, avaient fait œuvre utile parce que aborder, entre autres, la sexualité de manière aussi à la fois frontale, mais à la fois poétique. C'est drôle, hein, parce que je ne sais pas si tu écoutes The Last of Us, la série sur J'ai écouté le premier épisode pour l'instant. Alors, je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais là, tu te dis, c'est quoi le rapport avec Fabrice No et Last of Us? Et j'y arrive. Il y a dans un épisode de Last of Us, on va suivre un couple de survivalistes et ces 2 hommes. Ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que c'est tellement naturel que moi, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, oh my God, OK, ça c'est un jeu vidéo diffusé aux États-Unis, bon, par HBO, qui sont très, très progressistes. Hein? C'est eux qui avaient fait Six Feet Under, entre autres. C'est extraordinaire, série télé. Et là,
Ils disent, nous, on va mettre dans la série la plus... Ben, ils ne savaient pas, mais c'est quand même probablement la série la plus téléchargée du moment. Et dans un épisode, tu as un couple homosexuel, survivaliste, et on les voit vivre au quotidien. Et c'est d'une poésie, puis à la fois d'une banalité, parce que finalement, c'est deux êtres qui s'aiment. Et moi, je trouve que un des grands mérites du travail de Fabrice Nou, c'est exactement ça dans son journal. C'est à quel point il vise l'universalité parce qu'il va au-delà des genres, il va au-delà des orientations, il éclate ça complètement. Moi, là, il y a une séquence, Marc, à l'époque, c'était dans le journal numéro 3, où il est assis sur un banc de parc et il veut disparaître. Il n'est pas bien, il a un mal-être en lui. Et il y a comme une espèce de coup de vent qui passe avec des feuilles mortes. Et à la fin de la planche, une fois que les feuilles sont passées, il est disparu du banc de parc. Et ça, là, cette séquence-là, sans aucun phylactère ni rien, ça dit tout. Et ça prend un talent immense, une maîtrise du médium, vraiment. Et donc, et ce qui est formidable, c'est que là, Fabrice Nou, donc, là, tu m'apprends qu'il reprend le travail sur ces jours-là. Oui. Et donc, il termine le tome 5, alors ça va sortir bientôt. Moi, j'ai très, très, très hâte de voir où il va nous amener, parce qu'on va vraiment être dans la période stressante de sa vie, là. Alors, j'ai hâte de voir. Ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'on pensait qu'on avait des acquis, qu'on avait avancés, ben, ces dernières années, sous la gouvernance de Trump, tout à coup, les droits se sont mis à fondre comme neige au soleil. Ah oui. Puis j'imagine qu'il va certainement en parler également dans tout ce qu'il a vécu par rapport à ça, là, parce que oui, effectivement, là, en Europe aussi, là, ça se radicalise partout. Ça se radicalise partout. C'est mondial. Ouais. En tout cas, bref. J'ai très hâte de t'entendre converser avec moi Fabrice aussi. Nou. Je te dirais que ça me fait peur un peu, là, mais je vais y aller de tout cœur avec lui. Là. Mais c'est ça, je disais. Pourquoi? Ben, parce que c'est tellement un monstre sacré de la BD en Europe. Ouais. Et ça, malgré le très, très peu de BD qu'il a fait, je veux dire, Fabrice, il n'y a pas une feuille de route au niveau de la production BD extraordinaire. Et pourtant, tout ce qu'il a fait, tout ce qui a sorti a eu de l'impact. Même quand il a sorti sa série Newman, par exemple, au niveau de sa série de science-fiction, c'est excellent, ça. Excellent. Je dis, ça s'est arrêté à 2, malheureusement. Cette collaboration qu'il a faite avec Christophe Beck, avec Labyrinthus, je veux dire, tout ce qui touche, il y a un petit côté qui vient magnifier un peu cette BD-là. Puis, je veux dire, j'ai hâte. J'ai hâte, mais en même temps, il me terrifie un peu comme personnage. Parce que des fois, il part sur des grandes envolées où ce que tu fais comme OK, je vais essayer de le suivre. Bref, c'est ça. Je vais continuer à ça. Ouais. Ça m'intéresse de continuer de parler avec les gens. Il y a Cédric Lotte que je veux absolument parler avec lui. Cédric, ça, c'est un parce autre. Que c'est Cédric, c'est le premier Québécois à avoir été publié en Europe avec Atlantic City. C'était un pote de l'époque de Métal Hurlant. C'était un pote de Jean-Claude Dionnet. Je veux dire, c'est un monstre de la BD au Québec. Personne ne le connaît. Personne n'en parle. Ça me dépasse. Moi, ça me sidère. C'est là que je te son dis. Album, c'est ça que je te dis. Son album apparaît aux éditions Moël Graphique pour l'an prochain, je pense. J'espère qu'il y aura une visibilité, un battage médiatique parce que ce gars-là, c'est un grand talent. C'est ça que je te dis des fois quand je me sens pas au diapason avec la BD au Québec, c'est ça. Là. Tu sais, je veux dire, quand que je vois Cédric Lotte ou Grégoire Bouchard, par exemple, qui a sorti l'album de l'année au Québec, puis il est complètement ignoré partout. Il est complètement ignoré des grands médias, complètement ignoré des prix, des palmarès. Puis cet homme-là est considéré comme un génie par tout le monde, mais bon Dieu, je suis sur la même planète BD que les autres. Et ça me fait décrocher, Jean-Dominique. C'est ça qui me fait décrocher aussi. De me dire que, wow, je dis pourquoi que moi, je le vois, puis je dis, je suis à côté de la traque. Je dis, y a-t-il quelque chose que je ne comprends pas dans le concept, dans le principe de la BD au Québec? Parce qu'il y a
quelque chose que je ne comprends pas. Puis en même temps, quand j'en parle, je me fais taper dessus. Fait que c'est pour ça aussi là, que je me dis que j'ai-tu besoin de poser une question par rapport à la BD de genre, par exemple, au Québec, puis de me faire taper dessus par le milieu. Je ne sais pas si ça me tente encore d'avoir ça. Fait que c'est tous des éléments qui font en sorte que je ralentis, mais que je continue quand même à lire beaucoup de BD, tant québécoises, mais plus européennes. Je l'ai toujours dit, mais je suis un enfant de la BD européenne. Ça, c'est mon dada à moi. Mais je continue de présenter mes lectures, présenter mes impressions de lecture, des BD que j'ai adorées, des BD qui m'ont vraiment fait vibrer, puis quelques coups de gueule des fois. Ça fait du bien, un petit peu pamphlétaire. Ouais. Mais avant qu'on parle d'un titre qu'on a lu tous les deux, regarde le nouvel album, le Saga, qui est vraiment formidable. Et ça, je veux qu'on en parle ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder. Il y a quelques angles à aborder dans cet album-là, mais parce que je considère, Marc, que ce qui manque dans ta phrase, là, quand tu dis je suis pas au diapason avec la bande dessinée québécoise, tu sais quel mot il manque dans ta phrase? C'est une certaine bande dessinée québécoise. Parce que la bande dessinée québécoise, elle est plurielle. Malheureusement, dans les médias, il semble persister une espèce de chambre d'écho. Tu sais, l'album de Grégoire Bouchard, si je ne m'abuse, François Lemay en a parlé dans Le Devoir. Moi, j'en ai parlé dans le Journal de Montréal. On en a parlé quand même un peu. La presse, je ne pense pas qu'ils en ont parlé. Mais encore là, je pense qu'il y a des œuvres qui effraient les gens aussi. Je pense qu'il y a des lecteurs qui sont soit effrayés ou qui sont intimidés par certaines lectures. Quand on entre dans un album de Grégoire Bouchard, on entre dans un projet de vie. On entre dans une œuvre. On entre dans une œuvre qui continuellement se répond et trouve écho dans les précédents albums et dans les albums à venir apparaître. Donc, ça peut sembler intimidant. Tu sais, c'est comme Proust, hein, le fameux Proust, à la recherche du temps perdu. Et Pelaya, tu regardes ça et tu te dis j'embarque-tu là-dedans, j'embarque pas là-dedans. Il y a des gens qui sont intimidés. Moi, je dis toujours aux gens, la lecture, ça se lit un mot à la fois. Alors, la bande dessinée, ça se lit une case à la fois et on assemble la séquence et on lit autant l'écriture graphique que l'écriture à proprement parler. Et donc, moi, je pense qu'un des problèmes au Québec, c'est qu'il est souvent question d'une certaine bande dessinée. Comment se fait-il qu'on ne parle pas... bon, évidemment, là, Denis Rodier, avec le fulgurant album La Bombe, heureusement qu'on a parlé de son travail, parce que là, je veux dire, moi, je pense que j'aurais brûlé ma chemise, là. Mais tu sais, je suis plus ou moins d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi au niveau du lectorat. C'est vrai qu'au niveau d'un lecteur ou d'une lectrice, tu peux être intimidé par l'œuvre de Grégoire Bouchard parce que tu regardes ça, tu ne sais pas où prendre ça, c'est-tu en avant, c'est-tu après. Mais les gens qui donnent les prix, les gens qui font les palmarès, les gens qui sont censés faire la promotion de la BD au Québec, je veux dire, toi, tu en as parlé, là, je veux dire, tu savais très bien quel commentaire ça te regardait non, mais c'est pas ça. Non, si j'ai fait la nomenclature, c'est pas pour m'excuser de rien, là. Mais quand même, ces gens-là devraient être capables, parce que c'est censé être des connaisseurs de BD, voir le potentiel et la qualité incroyable de ce travail-là. Puis souvent, j'ai l'impression que c'est pas reconnu. Et là, je me répète peut-être, c'est-tu parce que c'est de la science-fiction? Tu sais, je veux dire, c'est-tu parce que c'est de la BD de genre? C'est-tu parce qu'au Québec, on met beaucoup d'accent sur la BD d'auteur parce qu'on s'est développé une identité autour de ce thème-là pour faire différent de la BD européenne? On le voit. C'est toutes des questions que je n'ai pas de réponse en tant que telle. Puis quand je les pose, je me fais attaquer publiquement par certaines personnes. Fait que je veux dire, puis j'ai le droit de me poser ces questions-là en tant que lecteur. Oui, c'est légitime, en tant que médiateur. Mais non seulement en tant que lecteur, mais en tant que médiateur aussi. Et tu sais, Marc, il faut se rappeler que la bande dessinée a été à prédominance humoristique pendant de nombreuses décennies au Québec, là. Oui, tout à fait. Au début, c'était que ça. Ça fait pas 50 ans, l'autobiographie au Québec, là. Et
et dans le milieu francophone, parce que déjà Drawn and Quarterly, au début des années 90, quand c'est fondé, eux autres, ça s'inspire beaucoup de Fantagraphique. Ça inspire aussi beaucoup de ce qui se passe en Europe avec l'association Cornelius, Frémoc, etc. Mais, tu sais, la bande dessinée intimiste, là, au Québec, ça fait 20 ans, là. D'ailleurs, le Naufragé de Mémorial de Jean Paulide et de Claude Clément, qui a été compilé en un seul album intitulé Mémoria. Ce diptyque-là est sorti bien avant son temps. Premier album 90. C'est génial, ça. Deuxième album 2004. C'est absolument génial. Oui, mais à l'époque, Marc, quand ça s'est sorti, c'était passé complètement en dessous du radar. Parce que les gars étaient trop en avance sur leur temps. Il y avait des thèmes de science-fiction très avancés. C'est du cyberpunk. On parle de matrice là-dedans. On parle d'univers parallèle au niveau de l'informatique. Et on est avant le film La Matrice. Mm-hmm. On est avant la sortie du film. On est avant tout ça. Et ces deux auteurs-là se sont inspirés d'un paquet de trucs. Puis ils ont fait une BD absolument incroyable. Et même quand ils ont réédité pour en faire une seule copie, ça a comme passé inaperçu aussi. Hein? Puis c'était autant bon, sinon plus, quand ça a ressorti, où on peut voir à quel point il était en avant de son temps, ces deux auteurs-là. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, un peu, là, j'ai dit, ça a été écrit quand, ça, dans les années 90? Ça se peut pas que ça soit... Mais oui, c'était incroyable, cette BD-là, je veux dire. Et à l'époque, tu dis que ça a passé dans le beurre. Mais je te dirais que la réédition a passé dans le beurre aussi. C'est-à-dire que c'est passé dans le beurre. Attention, c'est pas passé dans le beurre au niveau du milieu de la bande dessinée, mais à l'époque, là, reculons, il y a 25 ans, le lectorat de bande dessinée au Québec, là, ça rentrait d'une salle. Là. Ça rentrait, tu sais, je veux dire, il n'y avait pas énormément de gens. Et comme les médias en parlaient pratiquement pas, donc cet album-là a connu un succès d'estime dans le milieu. Évidemment, les gens ont reconnu la grande qualité de ce travail-là. Mais, puis tu sais, il y a eu quelques articles écrits, mais encore là, tu sais, est-ce que le Québec a su se doter d'un appareil critique à la hauteur de ce qui se fait aujourd'hui? Ça aussi, c'est une autre question. Puis je la pose, et je fais partie, moi, et je fais partie en tant que chroniqueur qui écrit dans un journal, en fait, qui écrit dans 2 journaux. Ben moi, je suis au cœur de ce questionnement-là. Et moi, pas plus tard que ce matin, là, j'ai rédigé mon entrevue avec Nouma Sadoul, que j'ai livré au journal ce matin. Et là, à chaque fois que je m'assois derrière mon clavier puis que j'écris ma chronique, moi, je suis habité de me dire, OK, là, puis je suis habité non seulement de ça, mais je me dis, dans ce que je chronique, j'ai tellement pas d'espace. Donc, il faut que ce soit représentatif, ce dont je parle. Il faut que je parle d'un manga. Il faut que je parle d'un album de genre. Puis, je ne vais pas forcément avec mes inclinaisons personnelles, parce que le travail d'un chroniqueur, c'est pas de dire, moi, j'ai aimé ça, moi, j'ai pas aimé ça. Moi, c'est de braquer les lumières, de braquer les projecteurs sur l'objet culturel. Voilà. Puis, de trouver un angle, de dire, OK, quel angle j'aborde cette œuvre-là? Et donc, ben là, ça a été super plaisant. J'ai eu une entrevue, Nouma Sadoul m'a accordé une entrevue pour enfin la réédition de Et Franquin créa la gaffe. Là, tu l'as-tu, là, il sort bientôt au Québec. Il est-tu sorti? Au Québec, il sort bientôt. Moi, j'ai ma copie, j'ai la première édition et j'ai ma copie aussi que j'ai reçue par la poste. Là, ça devrait paraître, je pense que c'est la semaine prochaine que ça paraît ici au Québec. Ça, il ne faut pas manquer ça. Là. Je veux dire, les amateurs de Franquin, là, c'est le summum. Là. Moi, Sadoul, qui est un extraordinaire conteur, c'est incroyable. Là. Tous ces grands entrevues qu'il a faites, là, c'est extraordinaire. Là. Et Nouma Sadoul. Tu es privilégié d'avoir eu la possibilité d'y parler. Comme moi, je suis jaloux, honnêtement. Ah ben, je suis jaloux de toi parce que... Mais non, il ne faut pas. Écoute, il est super accessible, Nouma Sadoul. Ça fait des années que j'attends. Je lui avais écrit il y a 10 ans quand il avait annoncé, je me souviens, quand je suis entré en fonction au Journal de Montréal, il y avait déjà eu une annonce que le livre était pour paraître. Puis je l'avais contacté à l'époque. Je ne pense pas qu'il s'en souvienne, parce que lui, il a été beaucoup sollicité. Mais moi, je m'en souviens très bien. Il y a une décennie plus tard, j'ai écrit enfin ce papier-là. Et tu vois, ce que je trouve formidable dans le travail de Nouma Sadoul, c'est que... Et c'est ce que j'explique dans mon article, c'est que non seulement il a lancé une tradition, c'est-à-dire l'entrevue, parce que avant lui, des livres d'entretien en français, dans le milieu de la bande dessinée, il n'y en avait pas.
Et non seulement il a lancé ça, mais il a mis la barre tellement haute. Il y en a d'autres qui... Tu sais, Benoît Peters, Patrick Gomer, Thierry Grostin, Jacques Sanson ici au Québec, Michel Giguère avec son livre. Michel Giguère l'a fait récemment avec Paul. Oui, avec son livre de Paul. Et donc, mais je trouve que le grand mérite de Nouma Sadoul, c'est sa grande capacité d'écoute. Parce que s'il réussit à faire... Et j'ai relu le livre des entretiens aussi avec Gottlieb, et c'est extraordinaire, là. En 1974, il réussit à faire parler Gottlieb, qui est en psychanalyse, qui a des problèmes qui est en dépression, alors que, je veux dire, c'était tabou avant la pandémie. Donc, imagine en 1974. Donc, pour moi, Nouma Sadoul, bien que c'est un érudit, je pense que sa pratique d'intervieweur, fort de toute sa préparation, repose sur deux choses. Son écoute et son intuition. Et c'est ce qui fait qu'il se différencie des autres. D'un Thierry Grostin, qui est vraiment un intellectuel, Benoît Peters aussi, qui est quelqu'un de très, très cérébral, qui font des travaux très pédagogiques. Sauf que Nouma Sadoul, quand on embarque dans des entretiens avec lui, c'est une ligne directe au cœur. Et ça, c'est remarquable. Et ça, Marc, ça prend... Oui, c'est intimidant, mais après, il faut se rappeler que la personne à qui on parle, c'est un humain comme nous. Oui, c'est vrai. Et que quand on porte attention à sa démarche, puis c'est pareil pour un auteur, hein, quand on prend le temps d'entrer dans l'œuvre et qu'on se laisse porter par l'intuition, par les sentiments, tout à coup, les barrières tombent. Et moi, j'essaie de ne pas être intimidé dans la vie. Et j'ai été intimidé par une personne dernièrement, puis là, je peux le dire maintenant. J'étais anxieux d'interviewer Julie Doucet, que j'ai interviewée en 2020 pour le Journal de Montréal. Parce que non seulement j'ai un immense respect pour cette femme-là, mais c'est parce qu'en plus, je la sais très gênée. Et là, je me suis dit, OK, il faut vraiment... Si le moindrement... Je pèse sur le frein, c'est terminé, il n'y a plus d'entrevue. Alors, il faut absolument que je sois là le plus à l'aise possible pour pas qu'elle se sente à son tour indisposée. Tu sais. Puis je pense qu'on a vu, Julie, à quel point, lorsqu'elle a été sacrée Grand Prix de la ville d'Angoulême l'année dernière, puis qu'elle est arrivée au micro faire son discours, moi, j'ai vu une Julie Doucet là, qui, bien que touchée, voulait être ailleurs. Parce que pour elle, avec tous les projecteurs, c'est pas ce qui la branche le plus. C'est pas sa tasse de thé, là. C'est pas ce qu'elle aime. Non. Mais tu sais, je reviens ça me touche que tu dises ça parce que, tu sais, Fabrice No, le simple fait que tu t'intéresses à son œuvre, que tu le lises dans la perspective d'y poser des questions, si tu te dis ça, en sachant que c'est un être humain qui est bon, ben à ce moment-là, le stress, il va tomber. Puis là, tout à coup, vous allez juste vous retrouver deux personnes à parler, à échanger ensemble dans un cadre où vous retrouvez avec votre passion d'un médium commun qui vous font vibrer tous les deux. Et moi, c'est toujours ce que je me dis avant une entrevue, peu importe à qui je parle. Parce que des fois, les gens qui sont les plus intimidants, c'est pas forcément les plus grandes vedettes non plus. Hein? C'est vrai. Hey, je reviens sur une anecdote sur Nouma Sadoul. Moi, je suis un immense amateur de Moebius. Je veux dire, Moebius, pour moi, c'est mon idole. Je veux dire, au niveau de la BD, là, c'est comme mon Dieu sur le piédestal. Là. Puis, mais quand j'ai lu Dr. Moebius et Mr. Gire, les entrevues qu'il a faites avec Nouma, là, je pense que j'ai comme monté d'une coche. Là. Quand tu dis qu'il est capable de vraiment d'écoute et de refaire sortir, là, si vous aimez Moebius, là, ce bouquin-là, c'est extraordinaire. Parce Sauf que c'est quoi la mauvaise nouvelle? Hein? La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'est plus disponible. Oui, mais ça se trouve encore dans les marchés usagers. J'allais à la bibliothèque. Si jamais tu le trouves en usagé, je te fais un virement puis tu me l'achètes. Parce que moi, j'ai juste la première édition, moi. Ah non, moi, je le veux avec moi parce que des livres à 2 heures du matin, la bibliothèque n'est pas ouverte pour moi. Là. C'est le genre de petit bijou que je suis content de pouvoir avoir à la bibliothèque. Là. Ben oui, c'est tellement un beau livre. Puis, tu parlais de est-ce qu'on s'est donné une structure au Québec au niveau des médias pour
mettre l'accent sur la BD et tout ça. Je ne sais pas, c'est une bonne question que tu poses, mais tu sais, je reviens peut-être sur un petit point, tu sais, je vais encore faire mon pamphlétaire un peu, là. Mais cette année à Angoulême, on avait Julie Doucet qui était la présidente d'Angoulême parce qu'elle a été sacrée Grand Prix d'Angoulême l'an passé. Alors, c'était son année. Exposition, elle était partout. C'était magnifique, c'était extraordinaire. Tous les gens là-bas qui ont vu son œuvre ont complètement capoté sur elle. Il y a des gens qui la découvraient pour la première fois en Europe, malgré le fait qu'elle est hyper connue. Et on avait une délégation incroyable au Québec qui est partie à Angoulême. La plus importante de son histoire. Ouais. De son histoire. Et c'est extraordinaire. C'est un bonus incroyable pour la BD au Québec. Personne n'a été envoyé pour suivre cette délégation-là dans les grands médias. Il n'y a pas personne qui a pensé, il n'y a pas un éditeur, il n'y a pas un organisateur, il n'y a pas un journal, il n'y a pas un chef de pupitre qui a pensé de dire t'as peu là, on a une gagnante, on a une super délégation, on va envoyer un journaliste faire des chroniques avec tout ce beau monde-là pour faire connaître la BD au grand public, faire connaître la BD à tout le monde, à tous les gens, pas rien au petit club, là. Tout le monde. Faites éclater ça, faites des reportages à TVA, à Radio-Canada, à LCN, à tous les jours, en direct d'Angoulême. C'est le plus grand événement de la BD. On a la plus grosse délégation du Québec. La présidente, c'est une Québécoise. Hey, on aurait pu peser sur le bouton, faire un gros show avec ça, ça aurait été extraordinaire. Comme un électrocardiogramme. Voilà. C'était mon 2 cents. Veux-tu une partie de la réponse, Marc? Moi, je peux te donner une partie de la réponse à ça. Et puis, je vais parler de mon expérience personnelle. Moi, 1 an après mon arrivée, même pas 1 an, non, quelques mois après mon arrivée. Moi, c'est Michel Coudélard, à l'époque, qui travaillait au Journal de Montréal, qui est venu me chercher. C'était une femme extraordinaire. Et j'ai été béni parce qu'elle aimait beaucoup ce que je faisais, puis qu'elle aimait mon enthousiasme et que sa porte, pour moi, était toujours ouverte. Alors moi, un jour, sachant que la porte était ouverte, ça faisait 2 mois que j'écrivais pour le Journal de Montréal. Donc, 1 mois avant Angoulême, je suis rentré à son bureau, je dis « Hey, Michel, tu sais qu'il n'y a jamais un journal au Québec qui a envoyé quelqu'un couvrir le festival d'Angoulême, hein? » Je dis « Tu sais que je pourrais être cette personne-là. » Je dis « Moi, si vous me promettez 7 articles publiés en 7 jours, je vous demande absolument rien d'autre. Ça va payer mes frais de déplacement. Donc, en plus, je n'ai même pas négocié un cachet, je n'ai pas négocié des per diem. Et même ce que j'ai dit, au lieu de prendre des photos, je n'engagerais pas Eva Rollin, l'illustratrice, qui habitait au Québec à l'époque, qui allait à Angoulême de toute manière. Et j'ai dit, ensemble, elle pourrait dessiner les reportages. Et on a fait ça pendant 7 jours. On a travaillé comme des cochons. Ça a été une expérience extraordinaire. Je suis revenu de là. Mais tu as donné de la visibilité. Et ça, c'est fou parce que, encore une fois, puis là, je parle pour ma chapelle, mais moi, les gens qui me crachent au visage, ou plus dans mon dos, parce que c'est rarement ils me crachent au visage, c'est plus des messes basses, pour reprendre l'analogie de l'Église. Mais ces gens-là ont tendance à oublier que le fameux journal qui parle de chiens écrasés a été le seul de l'histoire à envoyer quelqu'un qui l'a couvert et qui a eu l'audace de faire « oui, on va ouvrir les pages ». Et donc, moi, pendant 7 jours, j'ai parlé autant de la ville que j'ai eu une entrevue avec le fondateur du festival, M. Groux. J'ai eu des entrevues avec Marc-Antoine Mathieu là-bas, avec Guy Delisle. Ça, c'était déjà prévu d'avance avec Guy. Ça fait des années que je le connais. C'était pas une grosse délégation québécoise, mais quand même, ça demande 2 choses, essentiellement. Ça demande une vision, puis ça demande des moyens. Et ça demande aussi quelqu'un qui va aller défoncer la porte. Puis moi, c'est ce que j'avais fait en 2012. Une salle de rédaction, là, c'est sûr que si on parle d'un film de, je sais pas moi, une nouvelle série ou un film là, de celui qui avait fait Mommy, là, voyons. Dolan. Un jeune cinéaste là, qui fait du doublage. Xavier Dolan? Oui, Xavier Dolan. Voilà. Xavier Dolan. Ouais. J'allais énumérer tout son CV sans être capable de le nommer. Alors, Xavier Dolan, tu vois, alors là, lui, il court la chance de gagner un prix, un César. On va envoyer une délégation. C'est normal parce que ça fait partie
la bande dessinée accuse un retard par rapport à tous les autres médiums. Hey. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il aurait fallu que quelqu'un se manifeste. Et moi aussi, j'ai vu ça de loin, puis je me suis dit, mais comment se fait-il qu'en 1985, la première délégation québécoise, avec une bonne partie de l'équipe de Crow, là, Pierre Huet était là, Réal Godbout, Pierre Fournier, et toute la bande, comment se fait-il que c'est documenté? Comment se fait-il que la délégation de 2000, qui a été quand même une grosse délégation québécoise, ça a été... Il n'y a pas de journaliste qui est parti, mais il y a quand même des gens à l'interne qui ont pris sur eux de documenter tout ça. Évidemment, en 2023, documenter quelque chose, c'est publier, c'est partager un statut sur Facebook. Alors, à moins d'avoir le temps de suivre les quarantaines de comptes de gens qui sont là-bas, ce qui est complètement débilisant, et ce qui est complètement anecdotique, parce que moi, de savoir qu'un tel a pris une bière avec une mascotte, j'en ai rien à cirer, ça apporte rien. C'est ça. Mais évidemment, moi aussi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment se fait-il que personne est là pour témoigner? Puis là, on ne parle pas de comment c'était l'ambiance. Non, non! L'exposition consacrée à Julie Doucet, c'était quoi? Les retombées par rapport à ça. Les réactions aux festivaliers sur le plan. Exact. Il y a tellement de sujets, il y a tellement d'angles à aborder. Et en plus, en 2023, tu pars avec non seulement de l'écrit, parce que moi, c'est ce que j'avais fait il y a 10 ans, il y a 11 ans, mais à cette heure, tu pars avec de l'audio, de la vidéo, puis de l'écrit. C'est un boulot fou. Hein? Moi, j'ai juste fait de l'écrit, Marc, je peux te le dire, là. Le festival d'Angoulême, là, je l'ai marché de bord en bord à la pluie battante, au froid, puis c'est pentu là-bas. Je suis revenu avec des mollets baraqués. Je suis revenu aussi très malade. J'ai été hospitalisé à mon retour, mais ça, c'est autre chose. Là. J'avais chopé un microbe de là-bas. Puis tu sais, je me suis posé la question, peut-être que j'aurais dû me manifester, mais en même temps, moi, je n'étais pas du tout dans un état d'esprit, dans une forme mentale et physique pour le faire. Mais tu sais, par exemple, prenons Marianne, qui écrit pour Actua BD, là, qui est basée en Outaouais. Là. Hey, pourquoi Marianne, elle n'a pas eu une invitation pour y aller? Bon, peut-être qu'avec son emploi, c'est pas possible, mais ça aurait été super. Puis tu sais, Marianne, elle travaille, mais c'est une travaillante. Quand tu lis ses textes, quand tu lis ses reportages, il n'y a rien de laissé au hasard. Tout est travaillé tellement dans le sérieux puis dans le respect. Ça aurait été formidable. En plus, elle a ses entrées, elle travaille pour Actua BD. Bon, mais en même temps, tu sais, quand tu prépares une délégation, comme Thomas Louis avec Québec BD, quand tu prépares une délégation de 40 cuts, puis que là, tout à coup, tu as des fonctionnaires qui embarquent là-dedans à la dernière minute, qui décident d'aller faire le party aussi, puis d'aller faire de la représentation en France, tout ça, ça fait beaucoup. Puis moi, je pense que puis je n'ai pas eu cette conversation-là avec Thomas Louis, mais je pense que là, l'organisme Québec BD, là, il manque de ressources. Puis quand je parle de ressources, c'est pas d'argent, il manque de monde. Je pense que là, ils sont rendus là au niveau de la coordination, puis c'est de dire, de voir ça avancer. Parce qu'effectivement, les festivals au Québec, là, ils signent des ententes avec les journaux. Moi, écoute, j'écris dans le Journal de Montréal, et à ma grande surprise, l'année passée, le Festival de Montréal, qui est le commanditaire? C'est le Journal de Montréal. La rédaction, est-ce qu'ils m'ont demandé d'écrire un reportage ou quoi que ce soit? Pas en tout. Alors, pour ceux et celles qui pensaient en plus que l'état que le mal que représente Québécois, là, c'est que tout ça est convergent, pas du tout. Ils ont envoyé personne. Ils ont signé un chèque ou ils ont... Non, c'est même pas de l'argent qu'ils ont donné, c'est de la visibilité, en fait, dans le journal. Donc, alors, je pense que tu as des éléments de réponse là-dedans. Parce que moi, je doute qu'il n'y ait pas de volonté. Moi, je pense qu'il y a une volonté, mais à un moment donné... Bon, je ne pense pas qu'il n'y ait pas de volonté. Je pense qu'il y a manque de ressources, mais c'est un rendez-vous manqué. Je veux dire, quand tu parlais du film, les films avec Donan ou avec Denis Villeneuve, par exemple, on va envoyer quelqu'un, c'est sûr et certain qu'on va envoyer quelqu'un, mais il faudrait que ça soit un automatisme comme ça en BD. Il faudrait que ça devienne un automatisme comme ça. En littérature, quand on parle d'un roman qui va sortir, Margaret Atwood va sortir un roman, on ne se pose pas de questions, on va envoyer quelqu'un. Automatique, ça va être automatique. Mais il faudrait que ça devienne des automatismes en BD si on veut que ça sorte et que ça soit éclaté au grand public. Il faut que ça devienne des automatismes. Il faut que ça devienne qu'on se pose une question de se dire... Mais Marc, la question, c'est comment ça le devient? Je vais te le dire, moi, comment ça le devient. Ça le devient avec l'éducation, ça le devient avec la médiation. Alors, ton travail, celui de Michel... Non, mais c'est ça! Puis c'est pas de la flagornerie, c'est ça, c'est un travail de médiation. Penses-tu que le théâtre n'a pas eu un travail de médiation en amont des années 70? Penses-tu que les filles ont soif, que le grand théâtre ordinaire, qu'en humour, Crow a beaucoup contribué à... Il y a eu des humoristes avant Crow, on s'entend, mais
toute la professionnalisation du milieu, la multiplicité, tout à coup, toute une nouvelle génération d'humoristes. Alors, dans ces autres médiums-là, il y a eu un travail de fond. La bande dessinée, elle est en retard. C'est un travail de médiation. Et pour moi, il manque de ressources. Et moi, c'est pas normal, et je nommerai pas de nom, quand une chroniqueuse artistique me contacte pour me dire, là, il faut que je parle d'une bande dessinée en ondes, je ne sais pas en tout par quel bout prendre ça. Et moi, ma réponse, c'est de lui dire, par le même bout quand tu parles d'une pièce de théâtre, que tu parles d'un spectacle de danse, que tu parles d'un tableau. Oui. Est-ce que tu es une spécialiste du théâtre? Non. Tu es une spectatrice à visite de théâtre. Ben, la bande dessinée, c'est la même chose. C'est pas besoin d'être un spécialiste pour en parler. Il faut juste avoir cette sensibilité-là. Puis après, c'est un vocabulaire, ça se développe. Il y a des ouvrages là-dessus. Ben oui. Moi, je pense que, puis même sans lire d'ouvrages sur le vocabulaire, je pense qu'on peut très bien chroniquer la bande dessinée dans un clip de 4 minutes à la radio de Radio-Canada ou au téléjournal dans un clip de 3 minutes à la fin avec Patrice Roy. Je pense qu'on peut en parler minimalement avec passion. Et ça, après coup, là, il y a des institutions qui peuvent prendre le relais. Et là, la question de l'éducation embarque. La bonne nouvelle, Marc, là, c'est qu'il y a d'abord eu le grand succès avec Paul de Michel Rabagliati. Et là, la question que le milieu se posait, c'est y aura-t-il une suite? Il y a eu Red Ketchup avant, là. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas eu avant Paul. Mais ce que Paul a réussi, c'est d'aller chercher des lecteurs extérieurs au microcosme de la bande dessinée. Et donc, fort du succès de Michel, la question pendant longtemps qu'on se posait, c'est y aura-t-il un autre succès? Et là, ce qui est en train de se passer, c'est le petit astronaute de Jean Paulille. C'est René Lévesque, quelque chose comme un grand homme. Hey, moi, le graphique qui vend 15 000 exemplaires d'un album. Je veux dire, c'est impensable. Il y a 10 ans, on aurait dit ça. Ben, on aurait été fou de joie. Alors, il y a ça aussi. Je pense que plus il y aura des succès comme ça, dans un espace rapproché, là, si c'est aux 10 ans, on n'y arrivera pas. Mais là, tout part à croire qu'il y en aura d'autres. Tu sais. Et donc, là, tout à coup, moi, je pense que ça va attirer davantage d'attention et que ça va susciter non seulement de l'attention, mais un désir d'explorer davantage. Et c'est pour ça que des médiatrices et des médiateurs, vous êtes les soldats au front. Et ce travail-là, il est important et je n'en démarre pas. Et je le sais parce que j'ai été libraire. Puis quand on est libraire, on est aussi ça. On est un médiateur. On est un passeur. Quand on est qu'un chroniqueur, comme toi, comme moi, on est des passeurs. Bon, moi, dans mon cas, je suis payé, je suis très, très mal payé pour le faire. Là, c'est risible. Mais je suis quand même payé, tu comprends? Donc, à ce moment-là, dans des fonctions payées, suis-je médiateur? Je ne suis pas sûr. Mais bon. Ben justement, là, et là, je veux avant qu'on se quitte, parce que, mon Dieu, hein, on prend des détours, je voulais qu'on parle d'un album qu'on a lu, tiens, toi et moi. Oui. Et c'est Torgal Saga, le volume 1. Oui. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu de cet album-là, puis je me permettrai, moi, de sauter dans la piscine. Torgal Saga, c'est dans le même concept que Spirou vu par. Ouais. Alors, on va y aller avec un concept écrivez-nous une histoire sur Torgal, mais par n'importe qui, ça peut être n'importe quel artiste, une autrice, un auteur, un scénariste, un dessinateur qui vont se mettre ensemble, qui vont décider de créer ce qu'on appelle un one-shot ou une histoire unique de Torgal, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de continuité avec l'histoire principale, parce que c'est important de spécifier que ça n'a pas d'impact sur la ligne temporelle de l'histoire qui, elle, continue. Torgal continue. Toujours avec la série principale et les séries connexes. C'est le premier tome de la série Torgal Saga qui vient de sortir, qui n'est pas encore sorti au Québec, qui va arriver bientôt. Par contre, si vous voulez vous le procurer, vous pouvez vous le procurer en numérique. Ça, c'est toujours disponible en numérique. Il n'y a pas de problème. Mais attendez, la version papier. Et quel début, hein? Quel début! Oui, parce qu'on commence ça par un auteur qui est Robin Rinch, je ne sais pas si je prononce bien son nom, Robin Rinch, je ne sais pas. Bref, il a travaillé sur la nouvelle série de Conan, il a fait un paquet de trucs, c'est vraiment un artiste incroyable au niveau de la fantasy en Europe.
Il est en voie de devenir un monstre sacré de ce style-là. Et il nous a pondu une histoire de Torgal absolument extraordinaire. Parce que c'est pas un personnage qui est facile, parce qu'on prend quand on fait du Torgal, on rentre dans les souliers de Jean Van Damme, qui est un scénariste extraordinaire. Et c'est pas au niveau du dessin aussi, c'est la même chose. C'était pas facile à faire. Et l'auteur, Robin, il a décidé de commencer ça avec la mort de la femme de Torgal à Aricia. Fait que tu te dis en partant, bon, je veux dire, tant qu'à ça, je veux dire, commence une série avec probablement ce qui est le plus difficile, parce que c'est comme un couple inséparable dans l'histoire de la BD, Aricia et Torgal. C'est l'amour absolu, c'est tout ce que peut représenter le couple. C'est ça, je veux dire, Torgal, c'est l'idéal masculin pour plusieurs. C'est quelqu'un qui n'a pratiquement aucun défaut. C'est un vaillant père, c'est un vaillant soldat. Il est toujours là pour protéger la veuve et l'orphelin. Oui, c'est un héros classique, là. Ouais. C'est un héros classique de ce qu'on connaît, qui est basé sur tout ce qui est la mythologie, tout ça. Et là, on arrive avec ce personnage-là et l'auteur va complètement le déconstruire. Il va le prendre, ce Torgal-là, qui a toujours été fort physiquement, psychologiquement, puis il va le mettre devant une situation extrême, la mort de sa femme, et il va, en plus de tout ça, lui permettre de faire un choix extraordinairement difficile. En fait, il n'est pas tant difficile que ça, son choix. Je veux dire, le fameux serpent qui va venir le voir puis qui va lui dire, on s'est tellement battus souvent, toi puis moi. Et d'ailleurs, oui, parce que dans la série, on l'a vu qu'il a toujours réussi à déjouer les plans de ce serpent diabolique-là. Et il va donner la possibilité à Torgal de dire, regarde, moi, je vais te donner un anneau. Tu vas avoir la possibilité de revoir ta femme. Tiens, en santé et vivante. C'est même pas une question d'un dilemme. Je veux dire, moi, ma conjointe décède demain matin. Il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me donne une bague et qui me dit, garde, mais ça, tu vas le revoir. Je ne me pose même pas de questions, là. Et sauf que c'est comme... Mais c'est le prix à payer. Exactement. C'est le classique du pacte avec le diable, là. Ouais. Exactement. Et puis, ce qu'on va apprendre, c'est que c'est un piège. Mais ça, je pense que Torgal le savait de base, que c'est un piège. Il est tombé directement dedans. Et là, il va revenir dans le passé. Et c'est là la twist de la BD qu'on n'avait pas réellement vu venir, parce que dans le pitch, quand il nous l'avait vendu, l'année dernière, quand on avait eu les premières impressions, les premiers synopsis, on ne savait pas ça qu'elle allait jouer un peu avec ce côté-là. Et il va revenir dans le temps pour revoir une jeune Aricia et un jeune Torgal. Et là, on va comprendre que la ligne directrice du temps de Torgal va être changée à jamais. Je veux dire, c'est extraordinaire la façon qu'il amène ça. Les choix que le vieux Torgal va faire dans cet univers-là, qui est le sien en tant que tel, mais dans le passé, va avoir des impacts sur le jeune Torgal et sur lui-même. Et c'est très brillamment écrit parce que Denis Bajram me disait jouer avec le temps dans une bande dessinée, c'est probablement ce qui est le plus difficile. Et Dieu sait que Denis Bajram le fait extraordinairement bien avec Universal World, ce qui n'était pas évident parce que lui, il va très loin. Je pense que Robin Renge le fait également très bien parce qu'il réussit à prendre toute cette histoire-là puis à nous la rentrer dedans. C'est dur, cette BD-là. Honnêtement, là, je veux dire, moi, je suis un fan de Torgal, puis voir Torgal comme ça, faible, qui hésite, qui doute, qui est pratiquement en dépression. Hein, je veux dire, on sent qu'il est très, très, très proche du breakdown. Là, je veux dire, moi, ça m'a rentré dedans, cette BD-là. D'ailleurs, la mort d'Aricia, je veux dire, en partant, tu te dis, tu as l'impression que ces personnages-là ne vieillissent jamais en BD. Et c'est souvent le cas, je veux dire. Et puis là, on commence avec ça. Mais c'est la fatalité de la vie. Je veux dire, on va tous y passer un jour, que disait l'adage. Hein, mais moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré le dessin, bien entendu, qui est un extraordinaire. Ah ouais, mais ça, c'est formidable. Écoute, c'est du réalisme absolument génial. Je veux dire, rendu là... le monde est tellement bien développé.
Oui. Son travail de luminosité puis d'ancrage, là, je le trouve admirable. Là. Toute la séquence où ils se battent, là, où Gandalf pousse la soldat ébène, là, hey, écoute, puis tous les ennemis se jettent dessus. Alors là, c'est carrément un clin d'œil aux zombies. Là. Je veux dire, c'est ça. Là. Moi, j'ai trouvé cet album-là formidable parce que et ça prend des couilles pour faire ça parce qu'il a décidé de montrer son héros fragilisé et effectivement la temporalité, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents là-dessus. Hein? Le voyage spatio-temporel. Ah oui. Puis même quand on analyse Retour vers le futur, il y a des trucs qui fonctionnent pas, tu sais. Donc, c'est un terreau qui est tellement exploré que ça en devient des fois un peu facile. On se dit c'est un choix un peu facile pour faire de l'esbrouffe, et lui, pas du tout. Sa proposition, elle est gigantesque, et moi, c'est ce que je trouve formidable. C'est que cet album-là, moi, je suis convaincu que ça va attirer un nouveau lectorat à cette série classique-là des Torgal. Je suis convaincu qu'il va réussir à rallier des lectrices et lecteurs qui ont levé le nez sur Torgal ou qui n'étaient pas attirés par ça. Et pour une raison quelconque, si l'album va leur atterrir dans les mains, c'est ça qui est admirable. C'est qu'il prend un héros classique dans une sensibilité contemporaine qui est propre à la sienne. Il va explorer autre chose. C'est du Torgal, mais c'est son Torgal. Et au final, on a envie de relire toute la série Torgal. Oui, et ça, tout à fait. Incroyable. C'est de prendre un personnage immensément important comme Torgal, parce que Torgal, c'est un personnage là, culte en Europe. D'ailleurs, la série Torgal est considérée comme la meilleure série fantastique. Il y a beaucoup de gens qui la classent même sur le même pied d'égalité avec Le Seigneur des Anneaux. Là. Au point de vue là, de tout le développement de l'histoire, le développement de l'univers, ce que Van Damme et Rosinski ont fait, c'est extraordinaire de développer ce personnage-là, tout dans un contexte historique en plus, de le faire, et de s'attaquer comme ça à ce personnage-là. Mais en même temps, la finalité de la BD est extraordinaire aussi parce que oui, il nous présente Torgal fragilisé, mais à la fin, on sent bien que même si il est fragilité, il a quand même une victoire à son actif de plus. Ah oui, ben, c'est sûr, mais... Ouais. C'est pour démontrer à quel point la force de l'amour qu'il a pour son Aricia est tellement forte, est tellement fort. C'est extraordinaire. Cette BD-là, moi, j'ai eu du frisson tout le long de la BD. Puis, il y avait une scène, à un moment donné, dans le Conan que Robin Rich avait fait, que Conan part dans la montagne chercher la fille du géant du ciel, et puis du gel. Puis il y avait des gros tom-tom, le cœur qui battait de Conan à un moment donné, qui continuait à chercher, à courir malgré le froid, malgré l'attaque de ses deux frères, tout ça. Et c'est un génie au niveau de l'action, cet homme-là, cet artiste-là, parce qu'il refait un peu cette scène-là avec la fameuse guerrière noire qui est extraordinaire, qui est comme un genre de berserker, où ce que tout le monde lui lance dessus. Je ne sais pas comment il arrive à créer les scènes d'action, mais on a vraiment l'impression d'être là, d'être directement dans l'action. Et puis, juste au moment où ce que Conan va recevoir, pas Conan, Torgal va recevoir le coup, là, ce qui protège la jeune Aricia, puis tu sens là, que c'est la fin, tout ça, et là, c'est la gang qui arrive pour les sauver. Là. Écoute, moi, cette case-là, là, elle me donnait des frissons parce que je me disais, il ne va pas aller jusqu'à tuer Aricia dans le futur et dans le passé. Tu te dis, mon Dieu, il ne peut pas aller jusque-là. Puis tu y crois. Je veux dire, tu sais, souvent, tu n'y crois pas parce que c'est tellement télégraphié que tu te dis, bof, on sait bien qu'elle ne mourra pas. Mais là, je ne savais pas. Je n'étais pas capable de voir où ce qu'il voulait aller, à quel niveau qu'il voulait aller. C'est tellement incroyable. C'est tellement bien écrit. Et puis, tu sais, j'y parle, j'ai discuté avec lui, puis je disais qu'à la fin, tu sais, c'était une représentation de ce qu'était la vraie immortalité, dans le fond. Je disais, quand Torgal lui dit t'as bien beau m'enlever tout, t'as bien beau m'enlever ma femme, t'as bien beau m'enlever mon passé, mon futur, mais il dit, moi, mes souvenirs que j'ai de mon amour que j'ai eu avec elle, il va toujours être
à l'intérieur de moi. Puis ça, tu ne pourras jamais les tuer, tu ne pourras jamais les enlever. Puis tu sais, je me disais, c'est-tu vraiment ça, la vraie immortalité? Puis je posais la question, puis Soigné qui t'a donné la citation qu'il m'a donnée, il me disait, il me répondait, il dit, moi, j'ai une citation de Jean Domerson qui me disait, il dit, je t'aime dans le temps, je t'aimerai jusqu'au bout du temps, et quand le temps sera écoulé, alors je t'aurai aimé. Et rien de cet amour, comme rien de ce qui a été ne pourra jamais être effacé. Je pense qu'il y a rien que cette petite citation-là donne toute la profondeur à la BD. Et on est dans une BD de genre, une BD fantastique, une BD qui est de Vikings qui s'offre avec le fantastique, avec le voyage dans le temps, mais en même temps, on a tellement de profondeur de personnages. Gandalf le Fou, par exemple, qu'on a rarement vu aussi bien développé que ça, parce que dans les BD de Van Damme et Rodzinski, il était plus là un peu comme le gros bougon, le gros chef un peu bourru. Là, on a un côté de Gandalf le Fou qu'on n'a pas vu, qui a été extrêmement bien développé, qui amène une profondeur à l'histoire. J'ai trouvé ça génial. Il commence la série avec ça, ça va être dur à battre, mais en même temps, c'est ça la beauté de cette série-là. Comme Spirou vu par, ou les histoires de Valérien, à un moment donné, Valérien Lorien, il l'avait fait également. C'est de donner la possibilité à des auteurs et des autrices de s'amuser avec des grands classiques, de nous donner leur interprétation. Et le journal Tintin qui va renaître là, bientôt, c'est ça, là. Je veux dire, ils vont permettre à plein de monde de faire des grands classiques, de nous donner leur vision de ces grands classiques-là. Puis je trouve ça génial parce que ça nous permet vraiment d'avoir une vision différente, tout en gardant le respect de l'œuvre originale. Alors, et ne vous inquiétez pas, là. Non, mais parce que c'est ça, le Torgal, au final, c'est ça. Qu'est-ce qui en fait un si grand album? C'est qu'à la fois, il se permet d'être personnel dans la manière de le raconter, tout en étant porté par l'immense respect à cette série-là et aux créateurs. Oui, tout à fait. Et ça pourrait être... Parce qu'on va se le dire, là, des fois, il y a des opérations mercantiles dans le milieu de la bande dessinée. Ça aurait pu être ça, dire on va monétiser sur Torgal. Et alors là, et ça fait mentir les gens qui pensent ça, parce que cet album-là, moi, ça m'a profondément touché et bouleversé. Le rapport à l'amour, ouais. Et d'ailleurs, nous enregistrons aujourd'hui, nous sommes la Saint-Valentin, donc on est le 14 février. C'est un très bel album de Saint-Valentin. C'est un super album de Saint-Valentin. Malheureusement, il n'est pas encore sorti au Québec. Là, je regarde ça dans mes notes. Bientôt. Tu vois, là, j'ai Aline Plante de la boîte de diffusion qui m'a envoyé un courriel qui me dit que ça va paraître en mars. Ça s'en vient. 22 mars. Autour de. Alors, je vous le dis, ne boudez pas votre plaisir. Non. Si vous êtes allé vers le Spirou d'Émile Bravo et que vous avez aimé ça, allez vers le Torgal Saga. Vous allez l'aimer pour des raisons totalement différentes, à la fois, mais en même temps pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que un personnage devient classique parce qu'il résiste au temps. Il résiste à l'épreuve du temps et qu'après, c'est juste une question d'avoir des artistes qui ont une vision, qui sont animés d'un amour et d'une vision, prendre la balle au bon. Et je trouve que Torgal Saga Volume 1, c'est ça. Pour moi, c'est une de mes grandes lectures dans ce début d'année. Et vraiment, allez-y. C'est formidable. Et je vous mets au défi après ça de ne pas avoir envie, si vous ne l'avez pas déjà fait, de lire Torgal. Alors, ça donne le goût, là. Ouais, ben d'ailleurs. De relire Torgal et tu retombes là-dessus, là. Je veux dire, moi, ça m'a donné le goût, là, tout de suite. Là, j'ai rouvert un vieux Torgal, puis j'ai replongé dedans, puis je me suis dit, je veux redécouvrir cette histoire-là, qui est tellement bonne, qui est tellement grande. C'est tellement une grande saga, Torgal. Van Damme, on peut lui donner beaucoup de défauts, hein, parce que. Des fois, on dit que c'est un mercantile de la BD qui a fait beaucoup de séries pour faire de l'argent, puis il a toujours dit, lui, que ça ne le dérangeait pas, puis que oui, il faisait ça pour faire de l'argent. Mais c'est tout qu'un scénariste, par exemple. Je m'excuse, mais... Oui, mais il y a que sa motivation en tant qu'artiste, ce soit de gagner. Il n'y a pas de mal à ça. Pour moi, il n'y a pas de mal à ça. Parce qu'il n'y a pas de mal à ça. Ce qui reste, c'est l'œuvre. Et si l'œuvre dépasse ces considérations-là, on s'en fout. Puis grand bien lui en face, s'il a fait de l'argent, tant mieux. Tout à fait.
Alors, quelle belle façon de commencer cette nouvelle série-là, Torgal Saga. J'ai hâte de voir les autres. Ça m'intrigue de voir qui va se lancer dans l'aventure après ça. Alors, j'ai hâte de voir qui va tenter le pari. C'est pas facile de faire ça non plus. Quelle belle manière de terminer cette entrevue avec toi, Marc Gagnon. On se laisse sur du positif, on se laisse sur de la beauté, on se laisse sur de l'amour et ça, on n'en a jamais assez, n'est-ce pas? Non, alors, jamais. Marc, merci beaucoup de ton temps. Merci d'avoir chaussé à nouveau ta casquette de chroniqueur et de passeur. Je suis très content. J'aime mieux ça qu'influenceur. Influenceur, c'est la mauvaise presse un peu. Non, mais là, attends, là, quand je dis influenceur, là, je suis pas en train de dire que je fais les faces avec des cartes cadeaux de Saint-Hubert, là, c'est pas ça, là. Le bon sens du influenceur. Mais c'est vrai que c'est un mot qui est tellement... Ouais, OK, on retire ça. Marc, merci beaucoup. C'est une petite blague. Et je te souhaite de bons préparatifs avec Fabrice No, et je te souhaite aussi de bonnes lectures et au plaisir de discuter par tous les canaux possibles et impossibles. Marc Gagnon, merci beaucoup. Merci à toi. Pour suivre Marc Gagnon, rendez-vous au facebook.com/bibliorunner. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com/podcast au pluriel, / entre deux cases. À bientôt.